Bonjour. Le but est de faire une performance graphique. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément parler en profondeur de son titre. Et je vous invite d'ailleurs à aller au quartier jeunesse samedi pour avoir justement cet apport, parce qu'il y aura une deuxième conférence où le but sera vraiment de parler de son titre. Là, on va se concentrer un maximum sur le dessin. Et pour cela, on va avoir 3 étapes. On va rester un petit peu assis pas très longtemps ici et on va présenter les étapes de dessin sur une couverture. Et ensuite, on verra l'étape de dessin sur ce fauve d'Angoulême remixé en robot par Sylvain Robot. Donc vraiment, l'idée c'est de rester sur ce dessin-là. Je vais commencer moi à poser des questions, à interroger. Une fois qu'on aura fait ça, il ira à la table à dessin pour dessiner sur papier et environ 30-40 minutes. Et après, il prendra sa tablette et il va dessiner sur tablette. Donc ça permettra au moins de voir les différentes facettes du dessin. Qu'est-ce qui est possible sur papier, qu'est-ce qui est possible en numérique, quelle est la différence et tout ça. Et vers la fin, normalement, on aura un petit peu de temps et je pourrai passer parmi vous pour poser des questions directement à l'auteur pour qu'il puisse y répondre, si vous êtes intéressé, évidemment. Donc, déjà, je pense qu'il y en a peut-être certains qui se posent des questions. C'est qu'est-ce qu'on fait à l'espace Manga City avec un auteur bande dessinée Sylvain Robot, en français. La réponse, je pense qu'elle tient déjà beaucoup dans la première couverture qu'on voit, qui est assez claire. On voit un paysage japonais, on voit ce qui semble être un samouraï robot. Est-ce que vous pouvez nous pitcher rapidement le titre ? Du coup, Yojimbo, c'est une histoire où il y a des robots samouraïs qui sont laissés à l'abandon dans un parc d'attractions, complètement déserté par les hommes. Et en fait, on découvre un petit garçon poursuivi par une sorte de milice, et il va se faire protéger par ces robots. Du coup, ça va être une sorte de fuite en avant où j'utilise tous les codes du manga, un peu du comics, beaucoup du franco-belge. Et on va suivre toutes les péripéties de ce petit groupe auquel beaucoup de robots vont s'ajouter au fur et à mesure de la narration. Et pour finir un peu sur des références de type Akira Kurosawa, des références très manga aussi, comme on peut voir en ce moment dans la plupart des titres qui évoquent les samouraïs. On peut penser à Vagabond, on peut voir un peu de One Piece maintenant qu'il y a beaucoup de samouraïs dans One Piece. Du coup, j'utilise un peu tous ces codes que j'ai emmagasiné au fil de mes lectures. Et avec mon premier album, du coup, j'ai vraiment tout restitué, tout ce que je savais faire, tout ce que j'avais vu, surtout du manga, du comics. Du coup, ça se voit au niveau des onomatopées, des effets que j'utilise en fond de case pour montrer du mouvement. Voilà, j'ai un peu tout appris du manga et du comics, donc... D'accord, très bien. Donc on va voir la deuxième couverture. Donc le deuxième tome est sorti en janvier, si je ne me trompe pas. Oui, fin janvier. En janvier. Et du coup, c'est cette couverture qu'on va voir étape par étape, les différentes étapes de travail qu'il y a eu pour arriver à ce que vous avez sous les yeux sur votre droite. Donc, vous commencez par une sorte d'ébauche. Comment ça fonctionne à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Quel est le but de cette ébauche ? Là, c'est plus une histoire de composition. À la base, je viens du dessin papier, donc j'ai dû, pour le tome 2, me mettre au numérique. À cause des histoires de confinement, je ne pouvais pas apporter mes planches avec autant de facilité qu'avant à mon éditeur pour qu'il les scanne et qu'il me les renvoie. Donc j'ai vraiment dû me mettre un peu sur le coup au numérique. Donc je passe toujours par une sorte de grosse ébauche, du coup qui me permet de créer un découpage, des lignes de force. Du coup ça c'est vraiment une sorte de crayonné fait en une dizaine de minutes, juste histoire de visualiser exactement ma composition, savoir quel personnage je mets en avant. C'est une étape assez importante parce que du coup ça nous permet de mettre des personnages devant les uns devant les autres, de pouvoir les bouger assez facilement sans qu'on soit obligé de redessiner plein de détails. Donc ça c'est la première grosse étape, c'est la composition, et puis voir aussi si avec le titre ça marche bien, si je vais pas être gêné par... au niveau de la maquette du coup pour placer le titre, c'est ça ? Oui, voilà. Si ça ne gêne pas au niveau de l'image, si on ne cache pas quelque chose d'important. Voilà, et que ça reste lisible et que ça ne gêne pas toutes mes lignes de force. D'essayer de mettre le texte là où il y a où il y a le gras de l'image, où il y a beaucoup
où il y a beaucoup de vide. Donc ça, c'est la première étape, c'est la composition. Ça, c'est quelque chose qui vient tout seul, c'est une idée comme ça fulgurante, c'est des échanges avec l'éditeur? Non, c'est plusieurs essais par rapport à ce que j'avais déjà fait sur le tome 1. Je voulais à peu près garder le même genre de composition, vu qu'en arrière-plan, on allait incruster du Pantone. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est une couleur assez vive qui permet de détacher le dessin. Le vert, là, du coup, ouais, le vert, c'est une couleur brute. Du coup, il faut c'est-à-dire que c'est imprimé avec une couleur de plus à l'impression, on rajoute une couleur oui, c'est ça. précise. Et du coup, pour qu'elle soit assez visible et qu'elle laisse en même temps de la place au dessin, il faut pas mal composer et recomposer l'image pour que ce soit agréable à l'œil quand même. D'accord. Rajouter cette couleur, je le précise, parce que c'est peut-être pas si évident en fait. Le mélange des 3 couleurs de l'impression ne suffit pas à faire la totalité des couleurs qu'on voudrait. Là, on a des couleurs plutôt flashy. Si on veut avoir ce rendu-là, il faut chercher sur un Pantone ou sur un nuancier de couleur quelconque. Et en fait, l'imprimeur va pouvoir rajouter exactement cette couleur, c'est-à-dire qu'elle est faite avec un seul pigment, c'est pas un mélange de plusieurs pigments. Ou ça peut aussi, il peut avoir un passage aussi d'autres couleurs dessus. Mais en tout cas, la couleur verte et rose qu'on voit là, et sur le logo et au niveau du ciel, sont du coup des couleurs brutes. Ok. Donc une fois que vous avez mis en place, en gros, les personnages, la dynamique, on arrive à ça. Oui, du coup, là, j'essaye de voir un peu une sorte de début de gamme chromatique. Ça, c'est ce que je montre généralement, ce que j'ai montré à l'éditeur, histoire qu'il se fasse une idée d'à peu près vers où je vais aller pour ma couverture, qu'il puisse la visualiser par rapport au tome 1. J'ai fait deux, trois variations aussi pour choisir peut-être une autre couleur, essayer de voir si avec le rose qu'on avait pris pour le premier tome, ça marchait aussi, on sait jamais. Et là, du coup, c'est une étape plus pour montrer que vraiment d'avancer, quoi. D'accord. Moi, je vois précisément Pantone 3810. Oui, du coup, c'est-à-dire que c'est vous qui avez choisi à ce moment-là, vous avez dit c'est celui-là qu'il faut. Oui, bah moi j'ai récupéré justement un nuancier et j'ai choisi exactement le Pantone que je mettais par rapport à mes précédentes couleurs, parce que du coup, même sur ma tablette, même au numérique, en fait, on peut pas trouver le bon Pantone, on est obligé de le faire avec le nuancier Pantone officiel qui coûte une fortune, mais qui est tellement utile. Donc en fait, on est obligé de passer par cette étape à vraiment regarder toutes les nuances, essayer de voir laquelle marche le mieux. Et j'ai même dû à un moment, à une autre étape, imprimer ma couverture pour voir si ça matchait bien avec ce Pantone-là. Je comptais la poser tout à l'heure, mais on est en plein dedans. Justement, cette question de couleur, c'est peut-être pas si évident comme ça si on s'y connaît pas trop, mais en fait, la couleur que vous avez sur l'écran et la couleur que vous allez avoir quand vous allez imprimer, ça va pas être la même. Alors, ça va être évidemment une couleur qui ressemblera, mais on n'aura pas le même rendu. Du coup, comment vous faites, vous, pour vos couleurs? Vous les faites du coup sur tablette? Est-ce que vous imaginez ce qui va se passer au moment de l'impression, le fait que ça va changer un petit peu? Du coup, vous changez vos nuances Non, en fait, plus simplement, je vais à Copytop et j'imprime tous mes tests. Du coup, avec plusieurs variations. Ce que j'ai fait, par exemple, pour la couverture du tome 2, c'est que j'ai fait 5-6 fichiers où j'ai rehaussé les couleurs. J'ai baissé l'ombrage, j'ai rehaussé l'ombrage et les couleurs. En fait, j'ai fait plein de tests et en version imprimée, j'écrivais exactement ce que j'avais fait comme test dessus. Comme ça me permettait de voir exactement lequel choisir, parce que je voyais que là, c'est en mettant un peu plus de lumière dans toute mon image que ça marchait mieux. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand on travaille au numérique, l'écran éclaircit naturellement toutes les couleurs, donc en fait quand on les imprime, toutes les couleurs sont vachement descendues, sont assez noires, et du coup pour éviter de tomber dans ce piège-là, généralement il faut toujours demander une impression avec 20% de lumière en plus. C'est à peu près le ratio qui marche bien pour avoir le même résultat que sur un écran. D'accord, très bien. Et vu qu'on est sur la couleur, j'avais une autre question aussi. La couverture, du coup, c'est vous qui faites la couleur? Ouais. Parce que l'intérieur, c'est une autre personne. Oui, j'ai une coloriste sur tous les intérieurs. Elle s'appelle Noiris, c'est une coloriste espagnole hyper douée. Mais par contre, pour les couvertures, ouais, c'est moi qui prends le pas, parce que je fais souvent les couvertures vachement en amont. Ça me permet de créer une sorte de trajectoire, même pour moi, un objectif de ce sera ça l'ambiance pour ce tome-là. Donc en fait, j'essaye de les réaliser assez en amont de la production de l'album.
Du coup, ça me permet de dégager des couleurs, dégager une ambiance, dégager quelque chose qui, après, me donne un cap pour tout le reste de l'album et de la composition et aussi des scènes. Donc c'est toujours hyper important de faire la couverture à un bon moment de production. De ne pas la faire à l'arrache à la fin de... Ça fait partie du processus créatif pour dire à Anne-Marie, ah bah, voilà, c'est ça qui va compter dans l'album. Ouais, voilà, et du coup, je lui ai envoyé assez tôt, elle a pigé, elle a fait ok, d'accord, on va partir sur une ambiance un peu de nuit, vraiment assez lourde, où il y a vraiment du danger. Donc c'est vraiment très utile de le faire à ce moment-là de production. D'accord, très bien. Ensuite, donc là, on a le test de couleur et on arrive à quelque chose qui est un peu plus poussé, un peu plus travaillé. Et quel est le but de cette étape du coup ? Alors, du coup, comme je viens du dessin papier et que j'ai dû me mettre au numérique de manière assez rapide, j'ai dans un premier temps essayé de juste copier ce que je faisais déjà sur papier, du coup avec plus d'outils, mais là j'ai vraiment fait un crayonné. Avec tous mes personnages, je les ai fait indépendamment pour pouvoir encore un peu les bouger si je voulais. Du coup, ils sont tous sur un calque différent avec une couleur différente. Ce qui me permettait de voir là où il y avait un truc qui clochait, là où il y avait un personnage qui était un peu mal placé, d'aussi commencer à composer l'arrière-plan. Mais au moins, j'avais, du coup, juste avant l'ancrage, j'avais exactement les traits définitifs que j'avais juste à repasser. D'accord, très bien. Et c'est quelque chose que vous faites, du coup, retoucher, par exemple, on va dire, le petit garçon devant en vert, vous l'avez retouché particulièrement ou... Parce que quand on est sur papier, on fait ça au crayon, on gomme, on refait. Là, je prends mon calque du garçon. Alors, je l'ai pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, si je prends le calque du garçon, j'ai que le garçon. J'ai rien d'autre. Ouais, je peux vachement le retoucher, je peux lui changer légèrement l'orientation de la main, je peux rallonger une jambe si je vois qu'il y a un défaut de morphologie. Du coup, c'est une étape vraiment très importante parce que ça permet de fixer exactement toutes les proportions avant de passer à l'ancrage. Parce que l'ancrage, mieux vaut avoir l'esprit libre pour s'amuser sur l'épaisseur du trait que de réfléchir encore à des problèmes de proportion. Et du coup, une fois qu'on a fait l'ancrage, du coup, c'est trop dur de revenir en arrière parce qu'il faut retracer des traits où on n'a pas forcément la même énergie. Du coup, là, c'est hyper important d'avoir un crayonné assez définitif pour pouvoir juste y aller sur l'ancrage, faire des beaux tracés, des pleins, des déliés, des choses qu'on a besoin de faire avec l'esprit tranquille. D'accord, très bien. Donc l'étape d'après, justement, c'est de faire de l'ancrage. Donc l'ancrage, simplement, c'est de mettre l'encre sur les lignes qui font le dessin définitif. Ça donne... Ça, voilà, ça c'est l'étape intermédiaire. Là, j'ai juste réaplati un petit peu réaplati le dessin parce que du coup, avec toutes les couleurs, des fois, je voyais mal certaines choses. Donc là, je l'ai un peu réaplati et puis j'ai modulé quelques petites choses. Justement, on parlait des proportions, j'ai remodifié quelques petites proportions qui me paraissaient pas normales. D'accord. Voilà, et puis j'ai commencé aussi à un peu redessiner les robots dans le fond parce qu'il fallait que je les design à un moment. Comme j'avais fait vachement le travail en amont, je savais qu'il allait y avoir des ennemis dans le fond, mais je les avais pas encore créés. Pour présenter à l'éditeur, il n'y a pas besoin d'avoir la totalité de l'image, oui, sinon voilà, on a un temps fou. Voilà, puis je commence à avoir l'habitude maintenant avec mes robots, donc il se dit, bon, je vois à peu près des robots méchants dans le fond. Donc là, il fallait que je commence un petit peu à les créer, donc je me suis appliqué sur un à essayer de lui trouver une belle silhouette, quelque chose qui marche bien, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, après, on arrive à l'ancrage, qui donne ceci. Je vais faire des petits allers-retours parce que du coup, on va voir que déjà, il y a eu une sorte de dézoom. Ce dézoom, vous en êtes servi pour quoi ? Est-ce que vous êtes dit... Ça, c'est un truc de production, c'est que moi, je m'occupe de mon image, ce à quoi la couverture ressemble, mais comme il y a des... je sais plus comment on appelle ça, une zone de pliage de la couverture, et du coup, en fait, il faut dessiner beaucoup plus grand pour faire ces espèces de plis. Du coup, sinon ils sont obligés d'utiliser un effet miroir pour rallonger un peu la couverture, et des fois, c'est pas très agréable à l'œil, donc en fait, je préfère dessiner moi plus grand. Et c'est une sorte de front perdu, comme on l'a Oui, voilà, c'est un front perdu, mais qui doit être beaucoup plus long pour une couverture, quoi. Ok. Donc là, c'est l'ancrage où je m'applique à vraiment garder toutes mes proportions et à rajouter beaucoup de détails, créer un peu de matière sur le sol, du coup faire ma nuée de méchants en arrière-plan, et là c'est le moment où on voit si vraiment notre composition marche bien, juste avant la colorisation.
D'accord, très bien. Et à ce moment-là, du coup, vous restez en calque. Quoi, chaque personnage son calque. Non, là, il faut y aller. Justement, c'est pour ça que avec le crayonné, c'est vraiment les derniers réglages avant de passer au dessin plus ou moins définitif. Parce qu'en fait, le problème du numérique, et notamment sur Procreate, le logiciel que j'utilise, c'est que si on module trop une forme, en fait, elle devient légèrement floue. Parce que j'utilise une brush qui est assez nette, et en fait, si on transfère une proportion, si on fait juste une petite rotation, en fait, il va créer une zone de gris autour. D'accord. Donc, il vaut mieux éviter de bouger minimum le dessin. D'accord, très bien. Ensuite, on a l'étape d'après qui est donc une mise en couleur des couleurs qui ne sont pas le Pantone d'en haut. Voilà, donc ça, c'est les premières couleurs. Enfin, là, j'ai les couleurs définitives, mais c'est là où il y a eu le plus de réglages, où je dois vraiment faire attention à ce que mes couleurs soient pas trop sombres. Parce qu'en plus, comme j'ai une ambiance nuit à ce moment-là, en fait, avec les vraies couleurs que j'ai utilisées au début, ma première sortie d'impression, elle était illisible, c'était vraiment très gris, très noir. Donc ça, fallait vraiment faire attention à ça. Donc à ce moment-là, je pose mes couleurs, mais je fais beaucoup de petits réglages et beaucoup de variations, en fait. De mettre un peu plus les personnages en lumière, de mettre un peu plus les méchants dans l'ombre. Du coup, c'est une étape vraiment très importante et très longue, en fait, parce que la mise en couleur en soi, c'est juste remplir des zones. Et en fait, après, tous les petits réglages, vérifier que l'ombre soit au bon endroit, ça prend un temps fou, quoi. Parce qu'en fait, là, on est sur un dessin en fait hyper important parce que c'est une couverture. Qu'est-ce qu'on voit quand on est en librairie? C'est les couvertures. Donc c'est vrai que s'il y a un dessin qui est, j'ai envie de dire, plus important que les autres à un moment donné dans la création, c'est quand même celui-ci qu'il ne faut pas rater. Bah oui, c'est vraiment la promesse, quoi. Tu vois, l'album, quand on voit la couverture, faut pouvoir se dire qu'on verra au minimum la même chose dedans. Donc en fait, c'est vraiment le moment où moi j'essaye d'isoler plus ou moins une scène de l'album, j'essaye de la recomposer pour qu'elle soit stylée, quoi. Et la couleur aussi, il faut créer une ambiance où on se dit, ah, c'est l'ambiance qu'on va avoir dans cet album. Donc c'est hyper important comme moment, et justement cette composition, il faut aussi jouer sur c'est un peu un portfolio aussi de dire voilà ce que je peux faire, en fait, voilà ce que vous allez pouvoir voir. Donc j'essaie de beaucoup la travailler, beaucoup jouer sur mes lignes de force, beaucoup jouer sur les perspectives, les effets de poussière, les effets de mouvement avec des personnages qui ont des positions où on voit vraiment qu'il y a du mouvement. Pas plus sur les robots en arrière-plan où on voit qu'ils sont eux, ils sont vraiment dynamiques. Du coup, comme aussi je suis dans l'optique de montrer que je fais pas que du franco-belge, je fais quelque chose un peu à la croisée du comics, à la croisée du manga. C'est un peu le moment où il faut un peu rassurer les gens, de se dire non, c'est pas que du franco-belge, c'est pas que du manga, c'est pas que du comics. Donc en fait, c'est un peu une science assez précise de créer une couverture en tout cas pour ce que je propose. Tout à fait, parce que justement on voit la couverture définitive ici. C'est exactement ça, c'est qu'on voit en fait différentes influences. C'est assez flagrant. On pourrait dire notamment les couleurs plutôt comics, couleurs très appuyées, et en même temps à l'intérieur de l'album il y a des trames. C'est-à-dire que Noiry, c'est certainement vous qui avez donné la consigne, j'imagine, mais c'est un travail de couleur qui a été fait et qui était surtramé par-dessus, un peu à la japonaise du coup, parce que les trames sont quand même énormément utilisées par les auteurs japonais. Et c'est vrai qu'on a ce mélange qui est là constamment en fait dans l'album. Ouais, bah moi je me suis heurté à un petit problème, c'est que moi je viens du dessin industriel à la base. Du coup, je suis habitué à la ligne claire, à avoir un dessin assez précis. Et ma coloriste, elle fait une colo très numérique. Donc en fait, ça faisait déjà deux éléments qui faisaient très numérique. Et en fait, je voulais absolument pas qu'il y ait de dégradé numérique. Parce que je me suis dit que là, ça faisait un peu trop de numérique. Du coup, ce que je lui ai demandé, c'est de faire quand on passe d'une couleur à l'autre, d'avoir une transition assez brute. Donc en fait, la trame permet ça. C'est ce qu'on utilise beaucoup en sérigraphie et en impression de nuances de gris en général. Donc moi, c'est ce que je lui ai demandé de mettre, et comme en plus j'évoquais vachement le manga, on les a un peu grossis pour qu'on voit bien que ce soit de la trame.
Donc ça a été une des premières grosses discussions avec ma coloriste, c'est de lui dire non, pas de dégradé numérique. Du coup, on a trouvé plein de petites astuces pour passer d'une couleur à une autre, pour créer des ambiances justement avec ce petit effet, et pour un résultat qu'on apprécie tous les deux, quoi. Très bien, j'ai une dernière petite question là-dessus avant de passer au robot customisé, le FOV customisé en gros. Justement, vous faites les couleurs de la couverture qui sont parfaites. Pourquoi pas faire l'intérieur? Parce que ça me rajouterait une année de production en plus. Ouais, puis en plus, comme je suis dessinateur, je suis assez perfectionniste, je lâche rien tant que j'en suis pas totalement convaincu. Du coup, j'aurais vraiment passé 6 à 7 mois de plus sur mon album. Donc en fait, c'est infernal. Et puis c'est un vrai métier en fait. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour s'occuper, quoi. C'est plein de petites techniques. En plus, il y a des exigences de l'éditeur aussi, d'utiliser certaines tonalités, certaines couleurs, des réglages que moi, en tant que novice, j'aurais pas pu faire moi-même, quoi. Et c'est vous qui l'avez choisi, Noiry, ou... Oui, j'ai eu quartier libre pour la choisir, et du coup, comme je voulais quelque chose qui sorte du franco-belge classique, je suis allé chercher plutôt vers de la jeunesse assez pop, et c'était la coloriste de Magic 5 ou 7 et de Télémac, qui sont deux séries assez péchues et en plus hyper fun à regarder, même si l'histoire nous botte pas, c'est sublime du coup grâce aux couleurs, grâce au dessin. Donc en fait elle était vraiment idéale pour ça. D'accord, très bien. Donc on va passer à l'image suivante qui est du coup une image animée pour faire simple en fait quand il dessine sur sa tablette. Il a la possibilité d'enregistrer en direct ce qui se dessine, c'est ça? Ouais, en fait Procreate utilise une sorte de logiciel de timelapse automatique. Du coup, en fait, soit on désactive, soit on laisse activer. En fait, ça nous permet de voir, de visualiser exactement toute la trajectoire de notre dessin. Et à la fin, on peut exporter la vidéo et ça peut faire des posts hyper cool sur Instagram, quoi. Du coup, je le garde activé pour la plupart de mes images parce que c'est vraiment cool de voir de là où on est parti, les petites modifications qu'on a fait, les petits détails qu'on a changés un peu à l'infini. Du coup, là, on va voir que des fois, je reste keblo sur un petit détail sans en démordre. Juste pour avoir une idée, c'est accéléré à quelle vitesse? C'est fois combien à peu près? Là, je crois que c'est juste x2. Ouais, non, je saurais pas dire. En vrai, je saurais pas dire. Mieux, on va pas donner de chiffres. On va voir ça, puis si vous avez des commentaires en même temps sur l'étape qui est en train de se passer, pourquoi vous avez fait ça, on vous écoute. Ça marche. Ah, non, c'est la mauvaise, je crois. Je crois que j'ai l'étape du crayonné. Je crois que je t'en ai envoyé deux. On va voir ça, je vais en direct. Je vais le faire en direct. En fait, j'en ai deux, il y en a un qui a le titre 1, tu vois, j'ai mis deux comme ça. J'ai mis l'autre, je pense. Tu vois, j'ai les deux comme ça. Ah mince. Bon, bah alors, on n'aura pas l'étape du crayonné, mais elle est plutôt simpliste, quoi. Je cherche juste mes proportions et pour créer un dessin assez dynamique. Je vais la mettre en grand écran. Okay. Voilà, donc là j'encre assez naturellement. La petite astuce, le problème du numérique, c'est que souvent on va trop loin dans les détails. Et moi, ce que je fais, c'est que je me suis choisi une brush que j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup de réglages. Et en fait, je la rétrécis jamais. Si je peux pas dessiner avec cette brush, si je dois trop zoomer ou la rétrécir, c'est que c'est trop petit, c'est un détail inutile. Voilà, c'est qu'il faut pas le faire. Donc en fait, c'est une brush qui me permet d'avoir des beaux pleins et des beaux déliés, mais qui me permet aussi de me résoudre à abandonner certains détails et de pouvoir garder que l'essentiel. Donc brush, c'est pas un saut en fait, hein, c'est vraiment l'outil qui permet d'essayer de faire le trait. Et c'est vrai que oui, le piège du numérique, c'est qu'on peut zoomer. Et le problème, c'est que plus on zoome, après on peut faire des multiples détails. Et l'idée de bloquer la... Ouais, encore une fois, c'est grâce aux impressions. Quand je fais des impressions de mon côté, des fois je vois que j'ai fait la moitié de mes détails qui sont inutiles ou illisibles. Donc en fait, je sais que je dois abandonner
cette trajectoire-là. Donc là, en fait, maintenant, je passe beaucoup de temps à imprimer mes travaux, mais ça permet de prévisualiser assez bien ce qu'on va faire et ce qu'on va proposer à l'éditeur. Et du coup, ce changement vers le numérique, ça s'est fait au 2e tome, c'est ça? Oui, ça s'est fait au 2e tome. Mais j'avais déjà ma tablette, j'avais déjà quelques automatismes, mais il a vraiment fallu que je réapprenne à dessiner un petit peu, parce que dans un premier temps, j'essayais vraiment de copier ce que je faisais déjà sur papier, alors qu'en fait, il faut que je dessine complètement différemment. C'est pas du tout les mêmes mécanismes, faut découvrir une autre patience aussi. Parce que le problème du numérique, c'est qu'on peut aller très vite, mais c'est un piège à mal faire, en fait. Des fois, on se rend pas très bien compte de ce qu'on fait, des fois, on va trop loin dans les détails. Il faut souvent prendre un petit temps de recul, donc en fait, il faut trouver une nouvelle façon de bosser où on prend un peu plus notre temps, on choisit bien ses outils. Donc la couleur, on voit les ombrages dont vous parliez tout à l'heure, qui changent un petit peu partout. Ouais. Oui, d'ailleurs, les ombrages, c'est souvent un calque à part entière que je mets en produit, qui en fait crée une sorte d'ombre par-dessus tout le reste. Je modifie pas chaque couleur les unes par rapport aux autres. D'accord. Et moi j'ai une question toujours, c'est comment on se dit c'est bon, il est fini mon dessin là? C'est la patience dont je parlais. Du coup, soit on dessine lentement, soit on prend beaucoup de temps pour nous. Moi, j'ai l'avantage, c'est que je travaille en atelier avec d'autres artistes. Donc en fait, on est souvent à discuter, à faire une petite pause café, et après à revenir dessus avec un œil nouveau. Et voilà, il faut souvent un peu laisser du temps entre chaque image, entre chaque prise de décision, pour y revenir toujours sans être vraiment le nez dedans, quoi. D'accord, très bien. Eh bien, parfait. On en a fini pour la présentation et on va passer à du dessin. Ça marche. Donc si on peut faire montrer la table à dessin sur l'écran. Donc on va, comme je le disais tout à l'heure, on va d'abord passer à du dessin papier. Donc avec les outils ce que tu peux peut-être déjà nous présenter. Qu'est-ce que tu utilises au quotidien pour faire un dessin? Tes mains, alors ça c'est une bonne base. Alors niveau outils, est-ce que tu les as trouvés tout de suite tes outils? Est-ce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que tu te dises tiens c'est ça qu'il me faut? Est-ce que tu peux nous dire tout ça là? Alors j'ai passé beaucoup de temps à dessiner. Enfin, moi j'ai plus ou moins raté toute ma scolarité parce que je dessinais trop en cours, donc en fait j'ai passé jusqu'à mes 25 ans à tester plein de trucs, plein de crayons. Dès que j'en trouvais un nouveau, je l'essayais, j'étais assez... Pas du temps perdu du coup? Oui, c'est pas du temps perdu. Moi je suis très consumériste, j'ai envie d'acheter des choses pour pouvoir les essayer, pour pouvoir les tester, donc je passe ma vie à acheter des nouveaux stylos. D'accord. Et en fait, j'ai enfin trouvé mes stylos fétiches. Donc, moi je commence toujours à crayonner avec un crayon bleu, parce qu'en fait le bleu généralement disparaît au moment où on scanne un dessin. Si on scanne un dessin en bitmap, en fait, en bitmap, c'est juste du blanc ou du noir. Il n'y a aucune nuance de gris. Donc en fait, tout ce qui pourrait être, tout ce qui est trop clair disparaît. Donc en fait, le bleu disparaît. Bon, ça marche aussi normalement avec d'autres couleurs. On peut le faire au rose, on peut le faire. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller gommer derrière les premiers crayonnés. C'est un gros avantage quand même. Voilà. Donc ça, c'est toujours pratique pour commencer ses crayonnés. Et puis en plus, ça a un peu plus de gueule et ça. Que juste un dessin en gris. Et généralement la mine de plomb aussi laisse des traces en fait, malheureusement, alors que généralement les crayons de couleur eux laissent beaucoup moins de traces. Tout à fait. Juste une petite chose, si vous voulez voir des bleus cette année, vous en avez des magnifiques à l'exposition Chris Ware. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais on a justement, on le voit ce bleu qui lui n'est pas imprimé. Allez faire un tour, c'est flagrant sur des planches énormes de Chris Ware. Alors ensuite, c'est ce stylo là. C'est un brush sin pen de la marque, je ne sais plus laquelle, Pentel je crois. Donc en fait c'est une mine en plastique assez souple. D'accord. Et du coup elle permet comme sur du numérique d'avoir de belles épaisseurs. Et comme elle est en plastique, elle revient toujours à sa forme. On n'est pas comme avec un pinceau à devoir le réaplatir
dans la bonne trajectoire pour avoir une plume à la fin. Donc en fait, il est vraiment pratique. Alors il n'est pas waterproof malheureusement, et il n'a pas les qualités d'un stylo technique, c'est-à-dire avoir des pigments d'encre qui vieillissent bien. Mais en tout cas, pour pratiquer de l'illustration ou faire un projet à moyen terme, c'est hyper pratique parce que ça a tous les avantages d'une plume, tous les avantages d'un pinceau, mais ça vaut beaucoup moins cher. Et on peut l'emmener partout, c'est très remplaçable, et puis on peut vraiment, comme c'est du consommable, on peut vraiment s'éclater avec sans scrupule à abîmer son matériel. Et ça se remplit, ça se recharge? Non, c'est vraiment considéré comme un stylo. D'accord. Je crois que ça vaut 2 €, 2,50 €. Et ça dure combien de temps? Assez longtemps si on fait pas du remplissage avec. D'accord. Si on se contente de faire du tracé, ça vit assez longtemps. Ok. Donc, et après, ce que j'utilise, c'est des stylos techniques. Donc là, c'est des microns. Comme pour le numérique, je me contente de certaines épaisseurs. Pareil, il ne faut pas aller trop loin si on peut. Du coup, j'utilise 2 épaisseurs, un 0,1 et un 0,3. Donc 1 mm et 3 mm. Et 3 mm. Et du coup, ce que je me dis toujours, c'est que je dessine pas avec le 0,1. Le 0,1 me sert juste à faire des détails, c'est-à-dire des petites hachures ou dessiner une petite vis dans un coin. Mais tout le reste, je le fais soit avec ça, soit avec ça. D'accord. Voilà. Du coup, c'est mes stylos avec lesquels je dessine le plus maintenant, où je fais mes commissions avec. Maintenant, je fais la plupart de mes projets pro sur la tablette de toute façon. Et maintenant, au papier, je me contente de faire justement des dédicaces ou des D'accord. Très bien. Alors, on va pouvoir commencer. Le thème de la performance graphique, c'était le robot. Donc, est-ce que vous pouvez nous dessiner un robot? Et... Non. Eh ben désolé, on va s'arrêter. Donc, on vous laisse dessiner. Si vous avez des choses à dire, allez-y. Sinon, moi, je poserai des questions. Ça marche. Alors du coup, moi je dessine mes robots comme je les aime bien, assez simplistes, bon, c'est vraiment des cocottes minutes avec un trou pour les yeux. Je les travaille vraiment comme un visage, j'essaie de leur donner une expression suivant la fonction que je vais leur donner dans la narration. Je leur donne déjà un design à part entière, comme ils vont pas avoir d'expression faciale. Ouais. Tout va être comme s'ils étaient figés dans une seule et même expression. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je choisis si je vais faire un robot méchant avec les yeux très enfoncés dans sa cocotte minute, ou si je vais avoir un grand œil très lumineux avec beaucoup d'espace qui lui donnera un caractère un peu plus gentil. D'accord. Ça nous arrive souvent de dessiner comme ça sans crayonner, de se dire allez hop, je fais un comme beaucoup de dessinateurs, les visages, c'est des trucs moi du coup la tête, c'est des trucs que je tiens assez rapidement. En vrai, maintenant j'utilise les crayonnés que pour les morphologies, pour pas me tromper, pour pas faire un bras trop long ou créer une pose très dynamique. D'accord. Mais généralement les visages ou les crânes, je les commence directement. Poser 1 milliard de questions, parce que le but c'est quand même de le voir dessiner. Je en pose quand même quelques-unes. On va voir s'il arrive à dessiner en même temps, sinon j'en poserai moins. Pourquoi cette passion, je sais pas si on peut parler de passion, ou cet attrait pour les robots? J'ai grandi dans les années 90, je suis de 89, du coup moi j'ai grandi avec Star Wars, Terminator et plein d'autres robots de la culture populaire. Du coup, moi, j'ai toujours eu cette frustration qu'en fait, les robots soient jamais les personnages principaux. Quand dans Star Wars, tu découvres dans l'Empire contre-attaque les premiers vrais robots,
c'est des personnages très secondaires, ils sont jamais principaux, ils sont jamais, on découvre jamais l'avant-après de leur vie. Et moi, je voulais vraiment avoir une histoire où le personnage principal soit le robot, et c'est lui qui découvre un enfant qu'il va devoir protéger, mais ça reste toujours le robot, le personnage principal. D'ailleurs, je lance et j'arrête ma narration dans mes albums avec ce que voient les robots, pour montrer que, que toute la narration se fait à travers de leurs yeux. On voit quand même, c'est assez étonnant. On voit le robot donc, qui apparaît comme ça très vite. Qu'est-ce qu'il faut pour un robot? Qu'est-ce qui est nécessaire pour se rendre compte tiens, voilà un robot quoi. En fait, pour un robot ou n'importe quel autre personnage, le plus important c'est sa silhouette en fait. C'est d'arriver à lui créer quelque chose où on l'identifie, même s'il est à contre-jour, même s'il est en tout petit sur une image. Du coup, moi je crée tous mes robots un peu comme ça. Du coup, ils ont souvent une tête avec un design très particulier, un petit cou qui permet qu'on identifie instantanément sa tête du reste de son corps, et ensuite je vais lui donner une morphologie à part entière, avec les épaules carrées ou justement les épaules très tombantes. Du coup, c'est à ce moment-là déjà que je leur crée une sorte de silhouette et un peu une personnalité. Et ensuite, je viens avec des sortes d'artifices. Moi, je crée un peu mes robots comme s'ils portaient un masque, mais trop petit pour qu'on puisse se dire qu'il y a quelqu'un dessous. Un homme dedans. Ouais. C'est un peu comme si je faisais une sorte de casque un peu stylé pour quelqu'un et que je lui écrasais la tête dedans. Du coup, ça permet un peu de rapprocher tous les éléments les uns des autres et de créer vraiment une gueule à part entière. Donc là, on est en train de voir en fait la deuxième facette du titre qui s'appelle Yojimbo. On n'en a pas parlé en fait, c'est un mot valise composé de Yojimbo qui en japonais veut dire garde du corps, si je dis pas de bêtises, grosso modo. Oui, c'est ça. C'est un statut en fait. Le Yojimbo, c'est comme les Ronins, les Ronins, c'est les samouraïs qui ont plus de maître. Les Yojimbo, c'est les samouraïs qui prêtent leur service au plus offrant. Donc en général, c'est des boulots de garde du corps ou c'est des boulots d'assassins, mais en général, c'est plus resté pour des gardes du corps. Du coup, on les retrouve souvent dans des narrations où c'est eux qui vont protéger la princesse du coin ou le petit enfant du coin. Donc on retrouve vachement dans cet imaginaire ce que j'ai voulu créer comme fonction pour mes personnages, du coup les protecteurs. Du coup le mot s'y prêtait parfaitement, et puis en rajoutant un T ça faisait robot. C'est voilà, le bot de robot quoi. Voilà, c'était juste. C'était tout parfait. Et du coup j'ai beaucoup cherché sur internet pour vérifier si personne n'y avait pensé avant. Et le soulagement quand j'ai regardé même dans les référencements pour déposer un mot. Et du coup, j'ai vu qu'il n'y était pas, du coup, j'ai foncé avec ce truc-là, et j'ai vite demandé à Dargo est-ce qu'il le dépose s'il pouvait. D'accord.
Donc d'où les robots en kimono, qui sont donc des samouraïs dans l'histoire. Ouais, j'ai beaucoup cherché. En fait, depuis que je suis petit, je dessine des robots avec toujours plus ou moins la même morphologie. Et à un moment, pas forcément avoir pudeur, mais je les ai habillés parce que je commençais aussi à en avoir marre de toujours dessiner les mêmes intérieurs. Au bout d'un moment, toute la mécanique, j'aime bien la dessiner, mais c'est plus créer beaucoup de variations de robots qui me plaisaient. Donc j'ai commencé à les habiller. Et en fait, instinctivement, c'est des habits japonais qui sont arrivés. Et c'est un peu comme ça que je me suis... en plus d'avoir un trait proche du dessin de manga, je me suis aussi lancé dans l'imaginaire qui allait avec. C'est ça, l'univers est arrivé après, en fait. C'était le personnage qui a imposé le fait que ça se passe dans le Japon. Oui, pour un truc d'action, en plus, les kimonos, c'est vraiment hyper pratique parce que pour montrer une action, pour montrer un mouvement, comme c'est un vêtement assez lâche, du coup, quand on fait venir un bras à droite, il y a toute la manche qui est déportée à gauche et ça amplifie le mouvement et c'est vraiment hyper pratique pour les scènes de combat, pour les scènes où juste il court. C'est vraiment hyper intuitif en plus à dessiner parce que c'est assez simple, ça respecte les morphologies. En plus, ça permet de ne pas dessiner les jointures, la jointure du coude, les hanches. On peut créer une morphologie à part entière et on peut un peu jouer dessus. Et en plus, ça peut gommer des fois des erreurs de proportion, ce qui est pratique. Si je déplace, on ne voit plus tous les signes. Après, on ne voit plus trop, en dessous de la main. Et pourquoi des robots. Ça va un petit peu avec le samouraï, évidemment, mais pourquoi des robots humanoïdes, forme d'humain Tout simplement parce que c'est les choses les plus agréables à suivre. Déjà que j'ai le parti pris de suivre des robots, si en plus ils n'avaient pas un côté un peu anthropomorphique, ce serait pas forcément très évident à les comprendre parce que là on peut se dire qu'ils ont un besoin assez naturel que le chemin soit assez dégagé, on peut un peu plus s'identifier alors que si j'ai fait des robots. Moi naturellement je dessine beaucoup aussi des robots araignées. J'aime bien dessiner ça, parce que créer une narration avec ce genre de robot, ce serait intéressant mais ce serait assez fastidieux parce qu'il pourrait techniquement aller partout. Et vite c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problématiques. Et j'aurais du mal à en fait prévoir tout le potentiel. Du coup, là au moins les robots, je sais qu'ils doivent à peu près aller sur un chemin à peu près stable, un peu pavé, ils peuvent pas non plus faire du hors-piste comme ils veulent. Ils ont des problématiques de se recharger en plus dans la BD, donc ça me permettait de créer des enjeux assez terre-à-terre pour moi. D'accord. Je pense que j'ai fini. Très bien. Je pense. Mais quand on pense dessin et quand on pratique le dessin au début, c'est sur papier. Oui. C'est ce que vous avez fait au début à l'école notamment. Et bien sûr en dehors, parce que c'est intuitivement, on a un crayon, on y va, on dessine en fait, c'est naturel. Vous avez été forcé par la force des choses, vous avez dû aborder le dessin numérique. Oui, pour aller beaucoup plus vite et pouvoir squeezer des étapes de production. Est-ce qu'on a le même plaisir sur papier ou numérique ? Pas du tout. Alors justement, on essaye un peu de singer son dessin sur papier au numérique, sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations, pas la même résistance qu'avec le papier. Et donc on est très vite frustré de ne pas retrouver ces sensations-là et en plus de devoir se forcer parce que c'est pas les mêmes mouvements du tout et du coup on se fait vraiment du mal de passer du papier au numérique et en fait il faut un peu tout lâcher, tout réapprendre
pour découvrir justement de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de dessiner, des nouveaux outils. Justement, je parlais tout à l'heure que le dessin numérique, on a l'impression que ça peut aller beaucoup plus vite, mais au final, on passe beaucoup plus de temps à revenir en arrière que sur papier. Donc en fait, on perd un temps de monstre à refaire des traits. Comme en fait sur le dessin numérique, le trait parfait, il existe. On va le chercher pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'on le trouve. Alors que sur papier, généralement, on se contente du premier trait et on va moduler tous les autres par rapport à un trait qu'on aurait foiré. Alors qu'au numérique, on va essayer de maîtriser le moindre petit trait, la moindre petite hachure, on peut revenir dessus. Donc en fait, on a de très mauvais réflexes qui arrivent très naturellement au numérique et il faut un peu tout déconstruire, tout réapprendre. Est-ce que c'est dur du coup de revenir là, alors ça vous arrive quand même j'imagine, mais de revenir au dessin papier là, est-ce que il y a besoin d'une période de réhabituation ou finalement ça revient quand même, parce que un peu comme le vélo, j'ai envie de dire, on a déjà fait, on sait faire. Alors non, en fait c'est évident en fait, parce qu'en plus du dessin numérique, on continue d'apprendre des choses, on continue d'exercer son poignet à faire la plupart des traits. Comme je disais tout à l'heure, on revient beaucoup en arrière, mais pour rien en fait, parce que le trait était bien déjà de base. Donc en fait, sur papier, on a de nouveaux automatismes qu'on a découverts au numérique. Alors on a de très mauvais réflexes aussi. De temps en temps, j'essaye de revenir en arrière ou de zoomer sur mon dessin bêtement, alors que c'est du papier. Mais non, c'est toujours... c'est un peu comme revenir avec son premier amour, on n'oublie pas, et on a beaucoup trop d'automatisme pour vraiment que ce soit un défi de revenir au papier. Et si vous étiez libre de toute contrainte éditoriale, j'ai envie de dire, niveau temps, tout ça, vous ferez plutôt sur papier ou au numérique? Maintenant que je suis au numérique, je vois qu'il y a, pour Yojimbot en particulier, il y a beaucoup plus d'avantages à être au numérique. Je peux, par exemple, sur papier, j'ai beaucoup de mal à faire des vraies belles lignes droites, même avec une règle, c'est toujours assez éreintant, parce que tracer des traits, c'est toujours le risque d'avoir une petite bavure ou quelque chose. J'ai la plupart de mes robots ont pour œil un gros cercle au milieu du visage. Et c'est le genre de choses, même au premier jet ou au deuxième jet, on a toujours un peu foiré, un peu à gauche, un peu à droite. Et pour Yojimbot en particulier, du coup, c'est beaucoup plus pratique d'être sur numérique, de pouvoir instantanément le changer de place ou le refaire. Donc pour cette histoire-là, en tout cas, je suis vraiment très content maintenant d'être au numérique. Mais qui sait, à l'avenir, pour repartir sur d'autres types de mécanismes, d'autres types de narration, d'autres thèmes, tout simplement, je repasserai bien sur papier. Parce qu'il y a tout un versant aussi, là on pense du coup à la manière, à l'édition pour en parler, mais vous avez par exemple fait une exposition chez Manjari, Galerie Manjari, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ça veut dire que vous devez refaire des dessins papier pour être exposé. Oui, du coup on va dire c'est une frustration qui s'annule un petit peu, parce que quand on fait des planches papier, on a l'occasion de vendre nos planches. Quand on travaille au numérique, on ne peut pas le faire. Donc en fait, l'idée, c'est soit je redessine toute une planche, mais c'est un peu beaucoup de travail pour rien, ou l'autre possibilité, c'est d'agrandir une case, de prendre une case qu'on a aimée, qu'on est un peu frustré que ça ne soit qu'une case, tellement la composition, on a travaillé dessus, et justement d'en faire une grosse illustration, du coup, de pouvoir ajouter des détails, pouvoir en faire en fait quelque chose d'autre, une œuvre à part entière. Donc ça a été hyper jouissif de prendre vraiment des cases que j'avais dû vraiment rétrécir à peau de chagrin sur une planche, et là j'ai pu vraiment travailler comme une grande scène, voilà. Et est-ce que ça fait partie de la vie de l'auteur de vendre ses planches? C'est-à-dire, est-ce que c'est une nécessité financière d'aller vendre ses originaux, parce que les originaux, du coup les dessins de base de la bande dessinée? Alors ça doit dépendre des auteurs en vrai. Pour moi c'est un luxe de pouvoir le faire, c'est pas une nécessité en particulier, mais j'étais quand même sur un album de 150 pages, donc ça fait beaucoup de pages à stocker. C'est quelque chose que j'aurais gardé en fait chez moi à prendre la poussière, donc autant les vendre. J'ai l'album pour m'en rappeler, j'ai beaucoup de traces en fait de chaque page, donc en fait c'est pas non plus une déchirure de les vendre, donc en fait c'est tout bénéf quoi. D'accord, très bien. Si ça vous va, on passe au numérique à la tablette. On va brancher ça.
Donc on va voir justement tout ce qu'il expliquait sur le fait que c'était quand même différent d'aborder le dessin en numérique plutôt que sur papier. Et donc normalement elle va s'afficher à la place du dessin là sous peu. Merci beaucoup, parfait. Juste d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez concrètement? C'est une tablette, certes, donc un iPad Pro. Ouais, comme donc la là c'est un iPad Pro 13 pouces avec un stylet. Et le logiciel c'est Procreate. C'est un logiciel made in Apple. Donc en fait il est hyper intuitif, il fonctionne très bien avec la tablette. Et surtout il a la particularité d'être vraiment pas cher. Donc en fait c'est un achat une fois et après toutes les mises à jour sont gratuites, tout est gratuit et en fait maintenant beaucoup d'autres et le logiciel c'est vachement perfectionné, il accepte beaucoup plus de formats de fichiers, de types de fichiers. On peut faire des fichiers justement compatibles avec une impression définitive, puisqu'au début il n'était que RVB, c'est-à-dire les couleurs qu'on trouve qu'au numérique. Et maintenant, il accepte des formats CMJN propres à l'impression. Donc en fait, il s'est beaucoup modernisé. Il est devenu vraiment un indispensable maintenant pour les auteurs un peu nomades et tout. C'est ça, ouais, c'est une application qui est clairement partagée par les auteurs à travers le monde. Il y a même les Japonais utilisent cette application. Donc, est-ce que vous pouvez nous montrer ça? Parce que je pense en fait. Oui, du coup là. Voilà, là on a donc les pinceaux. C'est les secrets de tournage, ouais. C'est, en fait, il y a tout un tas de brushes qu'on peut avoir. Du coup, les brushes, c'est les pinceaux avec lesquels on va dessiner. Et il y a, quand je parlais tout à l'heure de singer ce que je faisais sur papier, on pousse vraiment le vis jusqu'au bout avec un effet crayon de papier que j'utilise maintenant, qui me permet vraiment d'avoir un trait avec le même grain. Mais là c'est plus psychologique, j'ai besoin que comme ce soit un crayonné, c'est un effet crayon, donc en fait on le verra pas, ça disparaîtra à un moment de la production. Mais moi j'ai besoin du ressemble à du crayon encore maintenant où je suis beaucoup plus à l'aise au numérique, mais j'ai toujours besoin que ça ait cet aspect-là, quoi. Et au niveau le stylet, il a une sensibilité particulière. Oui. Sur le crayon un petit peu moins, mais sur la broche que j'utilise le plus. Il y a, comme tout à l'heure avec le stylo que j'ai montré, c'est vraiment le genre de stylo, le genre de brush où on peut vraiment faire tout le dessin sans moduler l'épaisseur de trait. Ça se fait qu'à la pression. D'accord. Comme tout à l'heure, si je peux pas le dessiner avec cette brush à cette épaisseur-là, je le fais pas. D'accord. C'est que le détail sera trop petit ou illisible. Très bien. Et du coup, vous partez d'une page blanche comme ça. On n'a pas genre un gabarit de planche, ça n'existe pas Si, j'ai des gabarits de planche, mais là pour une illustration normale, je vais partir sur une feuille blanche. D'accord, non mais juste pour savoir. Oui, j'ai. Il y a déjà les cases qui sont tracées ou c'est vous qui les tracez Non, ça va me spoiler. Je peux pas cacher. Bon, tant pis. Vous signerez On regarde pas. Voilà, je pars avec un gabarit de planche comme ça, avec justement au centre, là, c'est ma zone utile. Du coup, là, il y a le blanc tournant, et là, il y a une petite zone de coupe. Donc le blanc tournant, c'est ce qu'on voit en blanc quand on a une planche. Souvent, il y a ce blanc-là, alors des fois, ça déborde jusqu'à la fin de la page. Donc la plupart du temps quand même autour d'une planche on a ce blanc là et le bord de coupe en fait en général c'est quelques millimètres. On est dans l'industrie, quand on fait un livre il faut couper le papier, on le coupe à quelques millimètres près, donc ça veut dire qu'il faut quand même bon là on est sur un blanc tournant donc c'est pas grave, on coupe du blanc mais des fois en général je fais des planches qui vont à bord, des cases qui vont à bord perdu, donc ça veut dire que je vais faire mon illustration de là à là. Elle va prendre toute cette place, mais du coup, comme il y a la zone de coupe, je suis obligé de la rallonger de 5 mm de chaque côté. D'accord. Du coup, c'est des fois la petite frustration, c'est qu'en fait, la case marche mieux avec ces 5 mm, donc je suis obligé de rétrécir encore et de redessiner 5 mm, mais ça marche encore, et du coup, voilà, toujours les pièges du numérique. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est quelque chose auquel il faut penser, notamment quand on place des bulles aussi, parce que voilà, si elle est coupée, ça pose problème. Normalement, il y a un texte à pas mettre à moins de,
Je crois 5 mm, je sais pas, j'ai pas très bien écouté quand on me l'a expliqué. Oui, bon, après, c'est aussi le rôle de l'éditeur de dire là, attention, cette bulle, il faut aller caler. Ou, oui, voilà. Faut bien qu'il travaille aussi. Un petit peu. Donc voilà, et encore une fois, le numérique permet aussi de faire ça avec juste une pièce. Même du coup, juste là, le passage où vous avez fait une ligne à main levée, ça devient des traits droits, là, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai que voilà, pas besoin de sortir une règle. Oui, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur tout ce que j'utilise, moi, en termes d'outils et de mécanique visuelle, c'est souvent on va dire des robots avec des grandes lignes droites comme ça. Donc en fait, en restant appuyé, ils me tracent un peu automatiquement, mais... D'accord, donc même les arrondis, on est capable de... Oui, voilà. Oh, ok. En fait, il vient automatiquement rectifier le trait de A à Z. Donc en fait, moi, je me retrouve du coup à pouvoir vraiment tout moduler, comme c'est une proportion assez... comme c'est pas des robots expressifs, en fait, leur visage doit rester statique et toujours avec les mêmes proportions, exactement les mêmes. Alors qu'un visage humain, si jamais il a une expression de colère et tout, on peut tout décaler, tout déformer, il n'y a pas de souci. Alors que moi, j'ai pas ce luxe-là. Donc en fait, le numérique me permet de faire ça, de changer, d'étirer, de moduler à volonté ce que je veux faire. D'accord. Pouvoir isoler des traits, pouvoir gommer de manière beaucoup plus simple. Donc il y a toujours cette frustration, c'est je peux faire ça à l'infini, revenir en arrière, refaire le trait parfait, ainsi de suite, mais en fait là je perds un temps fou. Mais par contre maintenant j'ai un peu la routine d'y aller un peu vite, de ne pas hésiter à gommer si quelque chose me déplaît. On va dire que c'est un peu les bonnes choses du numérique, c'est de pouvoir un peu accélérer le trait et du coup d'avoir de plus beaux traits. Ils sont pas rigides, ils sont beaucoup moins chiants que sur papier où justement j'aurais tracé des traits à la règle. Oui. Là, je peux avoir une variation du début à la fin de mon trait. Même sur une ligne droite, je peux avoir une vraie belle variation que je peux inverser, ou je peux... Voilà, ça donne quelque chose à même un simple trait droit. D'accord. Et ça me fait penser à... Parce que du coup, c'est vraiment une autre approche de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Est-ce que ça vous est venu à l'idée de me dire, tiens, ces robots, je les modélise en 3D et comme ça, je peux les placer comme je veux sur la planche ça m'est venu, mais on va dire c'est un protocole que j'aurais pas forcément la patience d'exécuter jusqu'au bout. Il y a un moment, il faut quand même avoir un dessin un peu intuitif si on se met à... Je décalque de temps en temps un ancien dessin pour récupérer les bonnes proportions, mais quand même dans des mouvements, dans des choses, il faut de temps en temps un peu exagérer certaines proportions pour que ça marche bien, alors que d'après photo ou même d'après un modèle 3D, on aurait tendance à rester un peu fixé sur les proportions de l'image qu'on a. Donc je me suis résolu à ne pas partir dans cette direction-là. C'est ça. Non, parce qu'en fait, ce qui compte aussi dans le dessin, pas forcément en bande dessinée, dans le dessin de manière générale, c'est l'erreur aussi, en fait. Des fois, on peut avoir une bonne erreur, on ne se rend pas compte, mais sur le moment, c'est peut-être le... Oui, c'est ce que je disais sur papier tout à l'heure, c'est que sur papier, on a souvent tendance à garder le premier jet, le premier trait, on ne va pas s'embêter à vraiment effacer en continu son trait. Donc en fait, justement, il y a des belles erreurs qu'on va poursuivre, en fait, on va essayer de rattraper son trait un peu foiré en décalant quelque chose, et à la fin, on arrive à quelque chose de surprenant même pour nous. Alors que sur le numérique, on a tendance à l'éviter au possible. Donc en fait, c'est quand je dis qu'il faut désapprendre, il faut désapprendre un peu ce qu'on croit qu'il faut faire au numérique et repartir sur quelque chose de plus intuitif, partir sur des traits un peu plus... y aller un vrai coup pour créer beaucoup de variations, créer un peu de hasard aussi. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment se forcer à désapprendre beaucoup de choses. D'accord, très bien. Toujours pas.
voilà, c'est les mauvais pièges du numérique, c'est que je passe beaucoup de temps à annuler des traits, à les refaire. Mais après, il y a beaucoup de petites choses maintenant qui sont très agréables, justement. C'est de pouvoir faire des remplissages d'un coup, voir ce que ça donne, revenir en arrière. Chose que sur papier, là, j'aurais passé 3 minutes à remplir cette zone-là. Voilà, comme je l'avais fait tout à l'heure sur papier, là, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif, et puis surtout, je peux revenir comme ça pour créer une sorte de surépaisseur aussi. Voilà, où je vais faire, par exemple, si je veux montrer que c'est un peu abîmé, je peux revenir facilement dans mon dessin, alors que sur papier, j'aurais dû secouer un Tipex pendant 2 heures et essayer de faire mon petit trait. Du coup, là, je peux vraiment m'éclater à foison. Oui, c'est ça. Finalement, on peut dessiner en blanc aussi, quoi. Oui, on peut dessiner en blanc, on peut gommer facilement un trait, on peut creuser sa matière, on peut vraiment aller très très loin. Là, on est en train de voir justement l'aspect zoom, le gros risque. On zoom, on se dit tiens. Oui, voilà, mais vu que vous avez gardé le même. Voilà, là, je bouge pas, mais ce que je pourrais faire, c'est vraiment mettre ma pointe au maximum et puis commencer à faire des petits détails comme ça. Mais oui, de loin, c'est totalement invisible. À l'écran, c'est juste 3 pixels qui se battent. Donc, vraiment, c'est le genre de choses à éviter au possible. C'est ça. Et encore plus à l'impression où on n'a jamais cette précision totale. Oui, voilà. Et puis le dessin, il faut que ça reste quelque chose d'assez lisible, d'assez clair. C'est toujours plus agréable d'avoir des gros traits qu'on puisse identifier de loin. Je parlais tout à l'heure d'avoir une belle silhouette. Ça vaut aussi pour le tracé, d'avoir un beau trait à l'extérieur et d'avoir quelques petits détails à l'intérieur pour que le dessin reste lisible, même en noir et blanc, même en couleur. C'est des choix qu'il faut avoir et auxquels il faut s'y tenir, quoi. Du coup, si je commence avec un certain style dans mon album, faut le continuer. C'est le parti pris des premières pages. Donc moi, je choisis une épaisseur de trait au début de l'album et je me tiens au moins jusqu'à la fin. Des fois, peut-être entre 2 albums, je change à quelque chose, mais en tout cas, tout au long d'un seul et même album, je varie peu, quoi. D'accord. Donc voilà, et puis j'ai aussi justement beaucoup des trames que j'aime bien utiliser. Voilà, ça encore une fois sur papier, c'est un enfer. Faut aller acheter des trames, ensuite faut les écraser sur le papier, ensuite faut les gommer. Je sais pas ce que vous voyez en fait, c'est des points. Ouais. Des points quoi. Mais voilà, ça c'est tellement complexe à faire sur papier et là c'est en 30 secondes on peut poser de la trame. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au Japon, ils ont beaucoup de trames comme ça sur leur planche. Et en fait, ils ont une sorte de papier transparent qui est collant. Et du coup, il faut le couper non seulement de la bonne forme, bien le positionner. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la trame, mais c'est extrêmement lent à manipuler. En fait. Alors déjà, ça coûte très cher à acheter, déjà, surtout en France. On va dire même en France, c'est 4-5 € la feuille, oui. Parce qu'on n'utilise que pour un seul et même dessin. Ensuite, il faut découper une forme assez large. En vrai, ce que j'aurais dû faire en trame, là, c'est sur papier, ça ressemblerait à... J'aurais découpé un morceau qui fait à peu près ça. Du coup, que j'aurais dû mettre sur mon papier. Ensuite, avec un scalpel, généralement, on découpe cette zone-là qu'on retire entièrement.
ensuite on découpe tout le reste, et après on est obligé de venir avec une sorte de raclette, écraser la trame sur le papier. C'est un peu comme une tapisserie en fait, quand on est vraiment en train d'enlever les bulles pour pas que ça pue. Parce que sinon c'est comme un papier calque, ça va griser le papier derrière, pas griser les traits en noir. Donc en fait en l'écrasant ça vient pénétrer le papier, et du coup ça permet à ce que le trait en transparence tout soit noir. Mais ça demande un travail fou. C'est vrai. Et après, avec le scalpel, on peut venir gratter encore et faire des petits effets comme ça. Oui, tout à fait. Et là, du coup, on a l'avantage qu'on peut revenir. Alors, si on a mis une trame qu'on gratte, là, il faut enlever la trame. Et puis, c'est un temps énorme, quoi. C'est ça. Donc, encore une fois, voilà, le numérique a ces avantages-là. Mais bon, il y a toujours le côté, je ne l'ai pas fait sur papier, j'ai pas de traces à part mon fichier à moi. C'est... Et j'ai une question au niveau de la trame, une question peut-être extrêmement bête. Mais cette trame-là, par exemple, vous l'avez fait avec des points, je ne sais pas de quelle taille. Est-ce qu'il est possible de la changer directement en une autre trame ou pas? Là, non. Non. Non, il y a d'autres outils en fait. Par exemple, je peux faire ça. On va dire une nuance de gris. Et elle, dans des réglages, je fais demi-teinte, sérigraphie. Et du coup, elle va devenir. Là, vous pouvez la faire varier. Va devenir cette nuance de gris là. Donc si plus elle est petite, plus on retrouve ma nuance de gris. Voilà. Et si j'avais utilisé, attends, je vais revenir au minimum. Tac. Mais si j'utilisais un gris beaucoup plus foncé, là j'ai des points beaucoup plus rapprochés, qui sont quasiment tous liés les uns aux autres, pour restituer justement ce gris là. Alors que là tout à l'heure j'avais... Voilà, bref, tout à l'heure j'avais des points beaucoup plus espacés les uns des autres. Du coup ça garde la nuance de gris qu'on a fait, mais du coup là ça la met en plus ou moins en bitmap. Du coup à l'impression ce sera juste du noir sur du blanc. D'accord. Il n'y aura plus de nuance de gris. Ok. Parce que c'est vrai qu'après on a toujours ce problème-là. Mais je pense que justement, est-ce que vous posez la question pour faire ça? Quand on met une trame en fait, donc on a ce rendu là, mais quand on doit l'imprimer, ça peut poser quelques soucis que vous pouvez voir dans certains mangas, notamment là où on a beaucoup de trames. On a ce qui s'appelle un moirage, c'est le nom officiel en fait, c'est que la trame elle va pas avoir un rendu parfait, un peu comme on a sur l'écran. On a des moirages numériques aussi. Là, on voit que le gris, il n'est pas totalement parfait sur cet écran, il est certainement pas fait sur l'iPad. Non plus, d'accord. Voilà, donc on a cet effet-là, où une sorte de quadrillage qui normalement n'apparaît pas, parce que c'est censé être que des points, ils peuvent sans savoir ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge quand vous faites la trame, ou ils verront l'impression Oui, puis je laisse un peu ça entre les mains de quelqu'un d'autre, donc d'accord. Généralement je m'en lave les mains, comme on dit. Ouais. Je le fais à ma sauce, et puis quelqu'un d'autre s'occupe de l'imprimer au mieux. Mais ouais, c'est toujours un petit peu le petit problème du numérique, c'est que quoi qu'on utilise comme outil de trame, généralement il y a toujours un petit moment où ça merde un peu, parce qu'en plus généralement le numérique on a souvent à faire des plus petites trames que sur papier. Quand on peut zoomer, on se dit bon bah là ça suffit, alors que sur papier on se contente d'appliquer une trame qu'on voit comme bonne. Donc en fait généralement au numérique on fait souvent des trop petits points et qui en fait a l'impression merde complètement. C'est pas possible, parce qu'en fait l'impression c'est pas une couleur totale, c'est des points. On a les points de jaune, de bleu, de rouge qui assemblés font quelque chose, mais même en noir quand on a des points, donc forcément si on fait des points plus petits que le point d'impression, au bout d'un moment on a un souci. Et puis le piège du numérique aussi, c'est que en fait en termes de lourdeur du fichier, plus on met de la trame, plus le fichier sera lourd. Parce qu'en fait, les logiciels sont calculés pour une ligne on va dire une ligne d'image, c'est plein de petites images à la suite. Et généralement, c'est plus simple pour le poids d'un fichier si toute la ligne est d'une même couleur. Du coup, la trame, ça alterne tellement le fichier que du coup, pour lui dire ce point-là, il est blanc, ce point-là, il est blanc, ce point-là, il est blanc, ce point-là, il est blanc. En fait, ça crée tellement de variations
que ça alourdit le fichier. Ce fichier-là en noir et blanc tramé sera plus lourd qu'une photo numérique pour la même taille. D'accord. Parce qu'il y aura beaucoup trop de variations pour lui. Voilà. D'accord. Et du coup, vous faites pas la couleur. Alors, en général, c'est quoi? Il y a des auteurs qui font des couleurs directes, c'est-à-dire que même dans leur dessin, au moment de dessiner, ils sont en train de mettre des couleurs. Là, de toute façon, c'est pas ce qui est fait, mais en plus, vous déléguez la couleur. Ouais. Est-ce que ça influe sur votre dessin même? C'est-à-dire au moment où vous êtes en train de le dessiner, vous vous dites tiens, il faut que je fasse ça comme ça parce que là, je vais mettre, je sais pas moi, du violet. Comment on le gère ce goût-là? On le gère pas du tout, puis on se dit quand on mettra la couleur, on mettra la couleur. Ce que je fais, c'est que, on va dire, avant, j'avais un trait assez noir, assez brut. Et justement, ça marche pas trop avec le fait d'avoir une coloriste derrière qui arrive. Parce qu'en fait, pour elle, le noir, c'est déjà une couleur. Donc en fait, on lui retire une couleur de sa palette à elle. D'accord. Parce qu'elle va considérer que les ombres sont du noir. Du coup, elle va pas faire de variation à ce propos. Du coup, maintenant, depuis que j'ai une coloriste, je lui mets beaucoup moins de noir qui sont où je lui pose pas les ombres, je lui pose un calque d'ombre. D'accord. Par exemple, on va dire sur cette page-là. Du coup, moi, je lui envoie un fichier avec un calque d'ombre qui est en nuance de gris. Elle choisira ce qu'elle veut comme couleur. D'accord. Donc oui, il y a quand même, vous avez quand même une importance dans le détourage de la couleur, quoi. C'est-à-dire elle va retoucher ces nuances de gris ou juste elle va les colorer finalement? Elle choisira. En vrai, elle choisira. Par exemple, ce que j'avais fait pour le tome 2, je vais vous montrer. Moi, ce que j'avais fait, par exemple, pour une page type, celle-ci. Voilà, par exemple, moi je lui ai envoyé ça. Du coup, elle savait où poser les couleurs, elle savait quelle était l'ombre. Et du coup, à partir de ça, comme je lui ai un peu pré-mâché le travail, normalement je suis pas censé faire les ombres, et du coup, elle peut aller plus loin dans cette couleur. Non, c'est pas celle-ci. Donc en fait, elle a vraiment choisi de créer une variation. Elle a choisi aussi de rajouter une sorte de liseré autour de la lumière qui donne un vrai côté très lumineux. Et du coup, elle se réapproprie tout le truc. Parce que là, on va dire sur l'image principale, elle a utilisé une ombre un peu violette sous les arbres, alors que pour le petit, elle a utilisé une ombre un peu plus rose, comme on est sur un gros plan. Donc en fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut avec nos couleurs. D'accord. Elle est assez libre. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez dézoomer un tout petit peu sur l'enfant en bas? On retrouve les trames. Là, on retrouve la trame, donc on peut avoir aussi des trames en couleur. C'est totalement possible. Donc là, on a une trame jaune qui se pose sur le fond rose. Voilà, c'était aussi le genre d'éléments sur lesquels j'avais insisté pour qu'il n'y ait pas de... que normalement, ça aurait dû être un dégradé numérique. C'est ça, ce qui se fait souvent. Qui passe d'une couleur à l'autre. Et c'est pas forcément ni très joli selon moi, suivant le papier sur lequel on l'utilise, ni très à propos par rapport à ce que je racontais, par rapport aux éléments que je voulais mettre. Je voulais quelque chose d'un peu plus sensible, un peu plus visuel aussi. Comme c'est le genre de case où je mets pas de décor justement pour créer une sorte d'ambiance. Oui. J'avais pas envie qu'elle soit vide. En fait, la trame crée un peu de matière aussi. Tout à fait. Mais même du coup, si vous pouvez juste monter un petit peu sur l'image au-dessus, on voit que ça habille aussi des illustrations beaucoup plus complexes qui n'ont pas de vide et qui rajoutent non seulement de la couleur, mais en plus un petit peu de profondeur des fois. Ça a différents effets. C'est assez atypique ça comme mise en couleur. C'est elle qui vous l'a proposé en premier ou Non, c'est moi qui lui ai proposé parce qu'on a essayé plusieurs variations possibles. Et en fait, c'est celle-ci qui est sortie le plus rapidement possible, puisqu'en fait, pour elle, techniquement, c'est facile. C'est comme moi tout à l'heure avec mes variations. Elle peut le faire en 2 clics. Donc en fait, c'était hyper simple. D'accord. Et est-ce que vous pouvez dézoomer totalement la planche? Comme ça, on a un exemple de planche. Vous êtes certainement lecteur de bande dessinée, de manga, peut-être des 2 de comics. Là, on a une sorte de mix, différentes influences, que
que ce soit au niveau du dessin, au niveau de la couleur, au niveau de la composition de la planche. Comment on arrive chez un éditeur et on dit c'est ça que je veux faire, est-ce que ça vous intéresse, comment on le convainc d'aller là-dedans, alors que finalement il y en a très peu des bandes dessinées comme ça qui sont un mix d'influences. Ouais, bah en fait faut juste l'avoir fait, il faut avoir quelque chose, parce que c'est vrai que si je l'avais juste raconté à l'oral, ce serait peut-être mal passé, mais je suis arrivé avec des planches déjà faites. Justement, c'est ce que demande un éditeur quand on propose un projet, c'est d'avoir au moins 5 à 10 planches définitives pour qu'il puisse se projeter, pour qu'on évite de justement que chacun s'imagine quelque chose de complètement différent et que quand les planches elles arrivent, on soit un peu déçu ou hyper satisfait. Mais en l'état, moi j'étais arrivé avec justement, ce que je disais, c'est que au début d'une narration, moi j'ai montré mes premières planches, il y avait plus ou moins tous mes codes. Il y avait des plans très comics, des plans très franco-belges, des plans très manga. Donc en fait, sur mes 5 premières pages, il y avait déjà toutes, on va dire, les promesses et les trucs qui auraient pu les faire grincer des dents. Donc en fait, c'est passé assez rapidement. D'accord. Et ils vous ont demandé, est-ce qu'il y a eu une demande justement d'un peu gommer tous ces effets qui ne sont pas habituels, ou ils ont dit allez, ta carte blanche Alors j'avais pas forcément carte blanche dès le départ, mais les trames ont été sujets justement à litige, mais ça s'est bien passé au final. Très bien. Je vois qu'il reste une petite dizaine de minutes, j'avais promis un petit temps si vous aviez des questions, ça peut se faire si vous en avez, sinon on continue 10 minutes comme ça, mais est-ce qu'il y en a qui ont des choses à demander de précis? J'arrive. Ma question, ce serait, pour faire une bande dessinée, pour vous, c'est quoi le plus important? Savoir scénariser une histoire ou avoir justement toute cette connaissance du dessin, savoir dessiner quelque chose qui accrochera les gens? C'est un peu entre les deux, je dirais que c'est plus c'est de la bande dessinée, c'est pas du cinéma, c'est pas non plus de la littérature, c'est de l'art séquentiel. Le plus important, c'est de savoir raconter une histoire en BD. On peut raconter de manière hyper pertinente une balade où il se passe rien, mais tant que la séquentialité, le découpage et la mise en page soit impeccable, en fait, on peut tout raconter. Donc c'est pas forcément l'histoire, c'est pas forcément le dessin, mais c'est le fait de bien le raconter, d'y mettre le ton, d'y mettre les formes, faire des cases juste pour une scène juste, c'est le plus important au final. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une question? J'aurais aimé savoir comment ça s'est passé avec votre coloriste. Je ne connais pas son prénom, mais si c'était une rencontre ou si c'était quelqu'un de la maison d'édition qui vous l'avait présenté ou... Alors non, elle s'appelle Noiri, c'est une coloriste espagnole. Du coup, je l'ai jamais rencontrée. Et en fait, c'est moi qui l'ai choisie parce que mon éditeur m'a laissé carte blanche pour choisir un ou une coloriste. Et en fait, on est très vite tombé d'accord sur elle et on l'a contactée. On lui a proposé des pages, elle a fait des essais dessus. On a fait pas mal de retours. Et on a fini par tomber juste par rapport à la colo, par rapport à ce que je voulais justement en termes de trame, en termes de dégradé. Donc ça a été beaucoup d'échanges d'elle à moi et du coup on est tombé d'accord à un moment sur des gammes chromatiques, des ambiances pour justement maintenant pour un tome 2 où je lui ai quasiment rien demandé, elle a tout fait de son propre chef. C'était ouf, vraiment j'ai pas eu à revenir derrière, c'était nickel comme je l'imaginais quoi. Et même au-delà. Allez voir sur les réseaux sociaux à Noiri, vous verrez des exemples, il y aura des exemples de planches de jouer Gimbot, mais c'est vrai qu'il y a autre chose. Et on voit qu'elle a une personnalité qui ressort quand même pas mal dans l'album. Ouais, c'est une grande lectrice de manga, elle bosse. Justement, son dernier projet, elle a colorisé un manga, justement, de A à Z. Phoenix. C'était Team Phoenix. Oui, Team Phoenix, une adaptation des personnages de Tezuka. Et vraiment, c'est fou, ça se marie très bien avec de la jeunesse, avec de l'action, avec de la romance. Elle a vraiment toutes les palettes, elle a beaucoup d'armes à sa disposition pour accentuer la plupart des émotions que pourrait mettre un dessinateur. Elle a vraiment, elle accompagne parfaitement tout ce qu'un dessinateur peut produire.
Y a-t-il d'autres personnes qui ont une ou des questions? Non. Alors on peut peut-être pour le petit Tonkiras repartir sur un petit dessin de robot pour le plaisir, et puis si des questions vous viennent, par contre n'hésitez pas, on est là pour ça. Toujours pas de questions. Alors, j'en ai une. On a beaucoup vu, notamment sur les images, le fait qu'il y ait des samouraïs, tout ça, l'influence du Japon. Est-ce qu'il y a des titres en particulier qui vous ont plus influencé, que ce soit, vu qu'il y a deux versants, en plus robot, parce qu'au Japon il y a toute une frange de la publication qui est sur les mechas, donc c'est quoi, il y a de quoi voir et lire en manga, et ou sur les samouraïs. Est-ce que vous avez des titres en particulier qui vous ont plus marqué que d'autres? Alors oui, pour le design des robots, on va dire c'est plus issu de l'animation ou des films plus occidentaux. Mais pour le type de narration, c'est plus des œuvres comme Lone Wolf and Cub. C'est justement un récit où c'est un ronin qui s'occupe de son enfant, parce que lui est pourchassé, parce que c'était l'ancien exécuteur d'un shogun, et son shogun est mort, et du coup tout le monde veut sa peau, parce que c'est lui qui a techniquement tué la moitié des ennemis. Et justement il protège son propre enfant en très bas âge, qui promène dans une sorte de poussette, et c'est hyper jouissif et régressif comme narration, parce que c'est plein d'accessoires un petit peu à la James Bond, alors que ça se passe Japon féodal, quoi. Et puis graphiquement, c'est dingue aussi. Et pareil, il y a toute une imagerie que j'ai beaucoup appréciée et que j'utilise aussi. C'est les ennemis sont assez stylisés. Ils ont souvent des grands chapeaux en paille avec justement tout un travail sur la silhouette où avec leurs grands chapeaux, ils sont vraiment identifiables. C'est souvent sur de la neige où ils se détachent vachement du décor. Donc ça, c'est le genre de narration qui m'a beaucoup inspiré. Et puis après, c'est plus, on va dire, dans la dynamique générale, justement, c'est des histoires comme Last Man de Bastien Vives, Balak et Michael Sans-la-Ville, qui m'ont décomplexé de faire du franco-belge, et où je me suis dit, tiens, ça, on a le droit de le faire, en fait, maintenant. Ou la plupart des BD du label 619 aussi, où je me suis dit, on peut le faire en France, quoi. Donc, c'est ça, on a sauté. Il y a eu une étape qui a été franchie quand même depuis quelques années, notamment grâce à Lasman et au label 119 qui en fait mixe déjà eux des influences multiples. Et on le voit avec le J-Bot, du coup, qui est un titre qui est sélectionné à Angoulême cette année et qui aura peut-être un prix, du coup. Pour l'instant, on ne sait pas. On verra samedi soir, on l'espère. C'est vrai que voilà, non seulement c'est possible, mais en plus ça a un attrait particulier et pas que graphique, parce que
on vous en a parlé tout à l'heure en répondant à votre question, c'est qu'il y a toute l'histoire de la narration aussi. Là, c'était une performance graphique, donc on est resté beaucoup sur le dessin, forcément. Mais vous verrez en ouvrant un volume de Yojimbot, si ça n'a pas été fait encore, on voit très bien que l'influence elle est pas que graphique. Au niveau de la narration, on a une sorte de décompression de la narration qu'on retrouve beaucoup, qu'on retrouve énormément dans le manga. Alors pas que dans le manga bien sûr, mais voilà, on sent qu'il y a une influence là-dessus. Et vous verrez que oui, si vous êtes un minimum lecteur de BD, manga, comics, ou que vous connaissez un peu ces franges-là, vous verrez que des fois on est à mi-chemin, mais sans le singer. C'est-à-dire que non, c'est pas un manga, non, c'est pas un comics. En fait, c'est une bande dessinée au sens large, quoi, si je peux le dire comme ça. C'est pas du franco-belge non plus, en fait. C'est de la bande dessinée. Bon, finalement, un manga, c'est de la bande dessinée, un comic, c'est de la bande dessinée. Ils ont chacun leur code, leur format. Mais je vous invite vraiment, si c'est pas encore fait, à ouvrir, à aller voir ces albums-là, que vous verrez du coup pas dans cette bulle. Je sais plus le nom de la bulle. C'est Dargo et mes bulles. Le monde des bulles. Merci. Donc allez-y. Franchement, moi je fais partie du comité de sélection pour tout vous dire. C'était un coup de cœur de tout le comité de sélection. Donc je vous le dis clairement, il y a quelque chose qui se passe dans ce titre-là. Lisez le premier où ça va vous parler, je pense. Si vous aimez la bande dessinée, il y a quelque chose à voir. Et si vous allez au monde des bulles à Dargo, j'imagine que vous avez des séances de dédicaces. Est-ce que vous avez une idée des dates ou pas? Date horaire? Là, je les ai pas de tête. Pas de tête, d'accord. Passez en tout cas au monde des bulles et puis après sur les réseaux sociaux de Dargo, vous allez trouver ça. Comme ça, vous pourrez avoir un magnifique dessin. Donc là, on a un fauve Astro Boy. Demain de 17h à 19h, si j'ai bien entendu. C'est ça? D'accord. Eh bien, allez-y si vous êtes là et que vous avez envie, évidemment. Et samedi de 15h à 17h. Merci beaucoup. Et dimanche. En fait, il arrête jamais, cet homme. Comment fait-il? Quel est son J'ai dit oui à tout. Eh bien, parfait. Et voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. C'était un plaisir. Merci à vous.